À toutes et à tous, nous disons bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être au rendez-vous de cette édition de 19 heures de ce mardi 19 avril 2022. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Et nous commençons par le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, où les occupants et promoteurs de bars et restaurants ont enfin respecté le délai à eux accordé pour libérer les boutiques ceinturant donc le stade. C'est le constat fait ce mardi 19 avril 2022 par une équipe de notre rédaction. Mathieu Bocon nous fait ici le point. Plus de portes ni fenêtres, voici l'image que présentent en grande partie les boutiques de ceinturage du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Intérieur vide. Bref, toutes les dispositions ont été prises pour respecter la date butoir, 18 avril, fixée par les autorités. Pour ceux qui ont encore quelques effets, les derniers déménagements se font. Ici, on enlève les derniers carreaux. Jean Ncha, ce sexagénaire, est agent de sécurité ici depuis 25 ans. Les souvenirs qu'il garde de cet endroit, autrefois, grand restaurant, très reconnu, sont immenses. On est là, ils ont envoyé le DG du stade. Il est venu distribuer les papiers à notre gérant. Le gérant a dit que bon, ils ont ramené une papier de décision. C'est parce qu'elle m'a dit de garder. Au moins, ils vont finir de ramasser les choses. Donc, je vais partir là où je suis quitté. La loi est dure, complète-t-il, mais reste la loi. Faut-il le préciser? Ces boutiques seront bientôt démolies pour un projet ambitieux. Il s'agit en effet de la construction d'un pôle commercial au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Un pôle commercial qui sera installé et sera aménagé sur l'emplacement de la piscine olympique du stade, déjà encerclé par une clôture de fortune. L'objectif est de délocaliser des produits de luxe, tels que les tissus, les bijoux. Un projet contenu dans le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. Voilà, merci à vous, Mathieu Bocon. Vous le savez, nous sommes en saison de pluie. Au cours de cette période, les petits jobs de circonstance, tels que la vente des imperméables, marchent assez bien. Les mécaniciens, sans oublier aussi les vulcanisateurs, sont sollicités pour des pannes diverses. C'est ce que nous disent ici Joyce Manda et Isaac Mongbo dans leur reportage. La saison de pluie a débuté en ce mois d'avril. C'est au cours de cette période que les citoyens du Bénin sont confrontés à des difficultés engendrées par la pluie. Les routes sont presque impraticables. Un citoyen nous explique le calvaire qu'il vit durant cette période. Avec la saison de pluie, là, les routes sont pas bonnes, surtout le pavé, ça fatigue la moto. Du coup, des fois, j'ai des problèmes de crevision, des fois, c'est sur le frein qui se plante, des fois, c'est que je glisse et tout ça. Donc je suis obligé d'aller chez le mécanicien souvent parce que les routes ne sont pas bonnes. Et voilà, souvent j'ai par exemple mon phare qui ne s'allume pas. Des fois il faut que j'aille changer les scie papes parce que c'est cassé. Des fois il faut que j'aille encore voir le mécanicien parce que il faut que je fasse le vidange et tout ça parce que le climat n'est pas trop bon. Et quand il pleut beaucoup, il n'y a pas de... La route n'est pas assez bonne, la route n'est pas confortable. Ça fait qu'il y a trop de trous et surtout le corps de la moto est fatigué. Okay. Ça fait trop de secousses, voilà quoi. Pendant cette période pluvieuse, les mécaniciens reçoivent des clients pour des pannes récurrentes dans leur atelier. Une situation bénéfique pour ces réparateurs auto et moto voulant joindre les deux bouts. S'il y a plu, bon, les gens viennent beaucoup. Mais s'il n'y a pas la pluie là, on ne voit pas le travail comme ça. Dans les saisons des pluies, il y a parfois les gens viennent, on colle parfois les chambres à air. Parfois, si n'est pas bon là, on dit ça les clients, on change les chambres à air avec eux. Les gens nous appellent pour venir à la maison, d'enlever les pneus pour coller. Si les pneus n'est pas bon, on les dit ça, ils changent ça. On trouve l'argent beaucoup. Il y a 3 appels ou bien deux clients pour venir
vient pour dire de changer chambre à air. Aujourd'hui, maintenant, c'est un client qui est venu. Et quand il a vu le chambre à air, je lui ai dit de changer. Et puis il a changé ça. Après ça, c'est fini. Dans l'attente des clients, une commerçante ambulante au bord d'un trottoir commercialise des équipements destinés à se protéger contre la pluie. Quand la pluie commence, nous prenons les sachets et nous venons rester sous la pluie pour vendre. Certains s'arrêtent pour acheter, mais d'autres non. Certains disent que c'est le moins cher qu'ils veulent. Ils achètent plus le sachet de 200 francs que celui de 500 francs. En ce temps de pluie, il est impératif de prendre ses précautions pour surmonter les obstacles liés à la pluie. Et nous poursuivrons cette édition. Le code électoral révisé en 2019 a apporté des innovations majeures dans la composition de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ces changements interviennent à partir de l'article 18 qui précise que la Sénat est désormais composée de 2 organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Le premier est globalement chargé de la coordination et de la supervision. Le second, quant à lui, est un organe opérationnel. Quelles sont alors les missions spécifiques assignées à ces 2 organes? Éléments de réponse avec Mathieu Boko. Il représente les nouveaux membres du Conseil électoral. Le Conseil électoral, CE, est composé de 5 membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité et sont désignés ainsi qu'il suit. 1. Par la majorité parlementaire. 1. Par la minorité parlementaire. 1. Par le président de la République. 1. Par le chef de file de l'opposition. Un magistrat en activité ou non, désigné en Assemblée générale des magistrats. Le Conseil électoral, l'un des 2 organes qui composent la Commission électorale nationale autonome Sénat, il a été institué par le Code électoral voté en novembre 2019. Ils sont invités à prêter serment. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle vous impose et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. En effet, la Sénat est composée désormais de 2 nouvelles structures, à savoir le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Le Conseil électoral est dirigé par un président et un rapporteur élus par le pairs. Le président du Conseil électoral est le président de la Sénat. Il représente l'organe et dispose d'un personnel d'appui composé d'un assistant, d'un secrétaire particulier et d'un agent. Les 4 autres membres du Conseil électoral disposent chacun d'un assistant. Il faut rappeler que les fonctions de membres du Conseil électoral sont incompatibles avec celles du gouvernement ou des autres institutions de la République. Précédemment, avec l'ancien code, il y avait 2 organes qui géraient la Sénat. Ce qu'on appelait l'Assemblée plénière, composée de 5 membres, et le secrétariat exécutif permanent composé de 4 directions techniques. Mais à l'époque, avec cette organisation, le législateur s'est rendu compte que la part du politique dans le fonctionnement de l'institution était prépondérante et peut-être alourdissait un peu la gestion des élections. Donc la philosophie, selon ma lecture des nouvelles dispositions, c'est de réduire la part du politique dans le fonctionnement de la Sénat et renforcer l'aspect technique de la gestion des élections pour plus d'efficacité. Le poste du président de la Sénat est confié à Saka Lafia. C'est désormais lui qui prend le relais de l'ancien Emmanuel Tiando. Il a donc pour rôle de poursuivre la mission républicaine. Il sera en permanence pour la convergence d'intérêts divergents. Face à la délicatesse de votre mission, je ne pourrai que vous suggérer 3 recommandations.
le respect des textes, la cohésion en votre sein et être à l'écoute de votre conscience. Eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission de la Sénat, m'amène d'emblée à prendre l'engagement, à mon nom propre et au nom de mes collègues, à ne ménager aucun effort afin de mériter amplement cette confiance. La nouvelle Sénat mesure la mission à elle confier. Le premier défi est 2023 concernant les législatives. Il faut donc mettre tout en place pour relever ce challenge. Autrement, la mission principale du Conseil électoral est de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Adopter le règlement intérieur de la Sénat. La Sénat est également composée d'une direction générale des élections qui est l'organe technique et opérationnel de l'institution. La DGE est placée sous la supervision du Conseil électoral et est chargée de la gestion de l'administration. Outre ce Conseil électoral, le bras opérationnel de la Sénat porte désormais le nom de Direction générale des élections, avec à sa tête un directeur général des élections, assisté de 4 directeurs techniques. Et c'est le directeur général des élections qui est l'ordonnateur du budget. Plus spécifiquement, la DGE assiste le Conseil électoral dans l'accomplissement de sa mission. Elle assure la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaires. Elle élabore des projets de documents d'actes et de procédures destinés, d'une part, à assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et à d'autre part, garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Déjà, c'est une bonne chose pour la nation que nous ayons des structures relativement correctes, mais l'inquiétude, c'est qu'il n'y a que ces 2 forces présentes à l'Assemblée nationale qui gouvernent complètement les élections. On verra bien ce que les choses vont donner avec le temps. Ce qui devait être leur leitmotiv, c'est vous m'avez désigné, et puis cette fois-ci ils sont désignés, je ne vous reconnais plus. Je suis en mission pour mon pays, j'ai accompli ma mission tant bien que mal. Nous n'avons pas pour le moment des raisons de douter de leur impartialité, des raisons de douter de leur efficacité dans la mission qui leur est confiée. Il y a un temps, c'est à quelques encablures des élections que la bagarre de désignation des membres de la Sénat commençait à l'Assemblée. Et les jeux de couloir et qui doit contrôler et tout ça, nous savons ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons un organe technique avec quelqu'un qui est responsable de cette activité-là et qui pourra répondre en cas de page, qui pourra répondre très devant les tribunaux s'il y avait faute. Visiblement, les défis qui attendent la nouvelle équipe de la Sénat ne sont pas négligeables. Vous prenez une succession difficile. Les sortants ont placé la barre trop haut. Et je veux espérer que comme le Bénin excelle de plus en plus dans l'amélioration de ses performances, je vais espérer que si insuffisance il y a pu y avoir pendant l'exercice des fonctions des sortants, que vous serez y remédier. C'est désormais donc la course contre la montre. Il faut rappeler que la Sénat est invitée à organiser les élections législatives le 8 janvier 2023. Et voilà, effectivement, rendez-vous donc le 8 janvier 2023. Nous abordons un autre élément de cette édition. Bientôt 3 semaines que le mois du Ramadan a démarré. Les musulmans en âge et en bonne santé sont tenus d'observer donc ce jeûne, de prier abondamment. Mais parmi eux, il y en a qui travaillent, qui déploient beaucoup d'énergie dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est donc difficile de tenir toute la journée, mais que doivent-ils manger pour ne pas se retrouver à bout de force? Du jeune Rina Zola et Isaac Mongbo se sont intéressés au sujet. Démarré depuis plus de 2 semaines, le jeûne musulman se poursuit. Les fidèles qui exercent les métiers qui nécessitent assez d'efforts vivent cette période de façon particulière. Maçons, racoleurs et autres doivent par exemple dépenser beaucoup d'énergie pour avoir leur gagne-pain, ce qui n'est pas du tout en période de privation. Comment font ces travailleurs durant cette période de jeûne? Ont-ils la même alimentation que celle d'habitude? Certains jeûneurs nous expliquent comment ils arrivent à tenir et d'où ils puisent leur force. On est déjà habitué depuis l'enfance. Il y a d'autres musulmans qui se sont repentis. Première des choses, je vais dire,
On mange chaque fois, mais au temps des carême, comme Dieu sera dit, c'est comme ça qu'on doit se respecter. C'est pas que parce qu'on n'a pas mangé dans la journée, c'est pourquoi on ne peut pas travailler, non. Mais si tu travailles, tu ne peux pas sentir que tu es en faim même. Ça là, c'est pas un truc, la force, c'est la volonté de Dieu. Durant cette période de jeûne, ces fidèles doivent avoir une routine alimentaire particulière pour ne pas se retrouver à bout de force. La nutritionniste fidèle Humpati renchérit sur l'alimentation à suivre. Le matin, en principe, il doit prendre une portion de céréales, une portion de protéines, c'est-à-dire le lait, et un fruit, nécessairement un fruit. Et ils doivent prendre également une portion de protéines, une source de protéines. Le soir, on doit manger forcément léger. Ces fidèles en particulier sont-ils obligés d'observer le jeûne avec la pénibilité de leur métier? Selon l'imam de la mosquée centrale de Weiho, Bour Salman, le Coran stipule qu'une exception est faite pour certains cas. Mais ces personnes exceptées, selon la situation, devront obligatoirement rattraper le jeûne après cette période. Sauf les malades et les voyageurs et les âgés, comme les vieux et les vieilles, ceux-là que le Seigneur les a donné autorisation de rompre. Il y a parmi eux ceux-là qui vont rembourser après Ramadan. Il y a ceux-là qui ne remboursent jamais. Le jeûne est une dévotion que chacun doit respecter, quelle que soit sa profession, poursuit l'imam. Le carême est une obligation religieuse dans l'islam. C'est une adoration que l'assistance et l'aide divine est dedans. Ça veut dire que les musulmans ne sentent pas qu'ils ont jeûné lorsqu'ils accomplissent les devoirs de la journée. Parmi les musulmans qui vont jeûner, il y a des cultivateurs qui vont aller au champ pour cultiver. Il y a des maçons qui vont aller les chantiers pour accomplir. Tout, ils ne sentent rien parce qu'ils ont déjà mangé. Et c'est une nourriture qu'on mange le matin, c'est une nourriture bénie. Ne voulons pas s'écarter de ces prescriptions de ce pilier important de l'islam et de ne pas se priver des grâces de cette période, les jeûneurs aux métiers difficiles arrivent à bien s'en sortir. De plus, selon eux, le jeûne est doté d'une puissance qui soulage les maladies. La plupart du temps, je me concentre, mais des fois aussi, surtout à la fin de la journée, c'est un peu difficile, mais on y arrive, voilà. Je ne me fatigue rien. Mais si je vais consommer de l'eau pour faire la carême jusqu'à 19h. Ça ne me rien dit. Ça ne nuit pas à notre santé. Et, il a même dit que le jeûne, ça renforce encore plus le système immunitaire, donc c'est bon pour nous. La carême, ça diminue la maladie dans le corps. Et pour une alimentation équilibrée qui répond à leurs besoins, la nutritionniste conseille à ces travailleurs à profession difficile de consommer des aliments riches en protéines. Pour ceux qui font les métiers durs, par exemple les maçons, les menuisiers, ceux qui font les métiers qui ont besoin, ils doivent prendre beaucoup d'aliments de sources énergétiques. Rappelons que le jeûne permet aux musulmans de se purifier. Le travail ne saurait donc être pour eux une excuse pour ne pas jeûner. L'univers médiatique pleure depuis le 12 avril. Richard Agnambossou, l'ancien journaliste de l'Office radiodiffusion et télévision du Bénin, au RTB. C'est l'une des grandes figures de la presse béninoise qui a d'ailleurs inspiré plusieurs générations. La rédaction de ETélé est allée à la rencontre des gens, des journalistes qui l'ont côtoyé. Il s'agit de Joseph Ogouchi et de Constant Aguidinoukou. Suivons ensemble leurs témoignages. Peuple dahoméen, soyez heureux. Je vous parle depuis Porto-Novo, devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, où nous sommes tous ici en joie, en train de fêter un moment historique de notre pays. Avec tout à l'heure le président Hubert Maga, qui prendra la parole en tant que le père de la nation. C'est le premier journaliste reporter de Radio Dahomey. Son nom est gravé à la proclamation de l'indépendance. Quand Richard Agnambossou présente le journal, tout le monde se tait et écoute. On entend les mouches voler. Il avait une voix d'or, comme on le dit de Tino Rossi. Cette voix d'or, il l'emporte à la tombe. Parce qu'il y a un an, nous étions allés le visiter. Il était déjà fatigué. Il n'entendait pas bien. Mais quand il parle,
la voix était intacte. Il est très tôt parti, si bien que il n'est pas trop connu de la génération après nous autres. Nous, on a eu la chance de le côtoyer parce que très tôt, on l'a retiré du circuit. Christian Abossou faisait partie du lot sous la Révolution qu'on a dispatché un peu partout. Certains sont mis dans l'administration, ont été nommés CD. Lui, il avait été envoyé à l'ambassade du Bénin à Ottawa, au Canada, pour servir d'attaché culturel. Je l'ai connu, il m'a affectionné personnellement, parce que quand j'étais directeur des relations publiques, il me visitait beaucoup. Il voulait me donner des conseils, beaucoup de conseils. Et il était vraiment très paternel. Il était paternel sur le plan professionnel. Il avait une ouverture d'esprit et surtout une humilité qui caractérise des grands hommes. C'est avec grand regret, je vous assure, que nous avons appris la nouvelle du rappel à Dieu de mon cher, bien-aimé et regretté Richard Niambosso. Ce nom, cette voix, en tout cas ma génération l'a adoré, je vous assure, je vous assure. Celui-là fait partie de ceux qui m'ont poussé au journalisme. L'un des souvenirs que j'ai gardé de lui, un jour, j'étais allé à l'ORTV. Et je l'ai rencontré par hasard. J'étais allé à la radio nationale pour une émission. Je n'ai pas pu savoir ou reconnaître que c'est lui qui me dépassait. Et il a dit, Constant. Ah, j'ai dit oui. J'ai dit, oh là là, doyen, c'est vous, c'est Richard Niambosso. Il dit, ah, je suis étonné, j'ai cru un instant que vous ne me reconnaissiez plus. Je dis, non, je vous ai reconnu, j'étais pas, certainement mon esprit n'est pas ici, il est ailleurs. Vous savez qu'on a passé plus de 30 minutes à parler. Et il dit qu'il est venu dire aux collègues que les gens parlent mal le français. Je dis, c'est à cause de ça que vous êtes déplacé, doyen? Il dit, mais bien sûr. Ah oui, notre langue officielle, pour l'instant, c'est le français. Il faut bien le parler. Je suis malade quand on parle mal le français que j'écoute. J'ai dit, c'est vrai, doyen. C'est la vieille école. Je vous comprends. C'est pas l'école nouvelle. Ah non. Ces gens-là ont appris à écrire avec la plume, l'encre et le buvard à côté. Vous imaginez, il m'a rappelé ça. Et il dit non, c'est pas l'école nouvelle, non, c'est l'école ancienne. Je veux que cette langue, qui est une merveilleuse langue, le français, que nous parlions cette langue de façon merveilleuse aussi, joyeuse. Quand demain on nous dira que c'est le fon, ou le goum, ou le yoruba, qui constituent aussi d'autres langues nationales, nous comprendrons. Mais pour l'instant, c'est le français. Je ne supporte pas qu'on parle mal le français. Ah, j'étais très ravi. J'ai dit merci, doyen. Et il m'a dit, c'est à cause de ça qu'il s'est déplacé. Vous imaginez? Ça lui tenait à cœur. Bien parler la langue, qui est la langue officielle, le français. Ce n'est pas une affaire de colonisation. Non, non. C'est une affaire de valeur. Une langue est une valeur qu'il faut conserver, qu'il faut améliorer, qu'il faut développer. Et le doyen Richard Niambosso nous a appris cela. Richard Niambosso est un grand journaliste. C'est un grand homme. Je ne peux que lui souhaiter un bon repos. Voilà, c'était en mémoire de Richard Niambosso, ce grand homme de la presse béninoise, qu'il continue son voyage céleste. Et mesdames et messieurs, nous allons à présent prendre congé de vous, vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Retenez que sur le site internet www.etelebene.com, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ETélé en direct, sur notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous et pour vous.